Les beaux jours arrivant, vous allez peut-être faire comme des millions de Français et sortir votre kit de pétanque qui prend la poussière dans le garage pour passer du bon temps avec vos amis. C'est l'occasion rêvée de nous interroger sur les origines de ce jeu séculaire. Allez, c'est parti! Ce sont les Grecs antiques, il y a plus de 2700 ans, qui sont les premiers à jouer avec des boules. Pas avec leurs boules, avec des boules. Tous les exercices faisant appel à une boule, ils appellent ça des sphéristiques. Ça fait très savant et c'est la preuve que les Grecs prenaient ça très au sérieux. Les boules sont faites alors de plusieurs pièces de peau cousues puis remplies de laine, de farine ou de sable. En fonction de leur humeur, ils jouaient à différents jeux, à Poraxis, Urania, Harpaston, dont les règles étaient vraiment tarabiscotées. Quand ils n'avaient pas trop envie de réfléchir, les Grecs se contentaient de lancer leurs boules le plus loin possible. Et cette activité avait l'avantage de ne pas avoir de nom compliqué, on parlait simplement de lancer de boules. Les Romains s'emparent de cette tradition mais y ajoutent une subtilité. Le but du jeu est maintenant de toucher une pierre placée à une dizaine de pas des joueurs. Le jeu est populaire, mais l'Empire romain d'Occident va disparaître en 476, et avec lui la tradition du jeu de boules qui sera oubliée pendant plusieurs siècles. C'est au Moyen-Âge, vers le XIVe siècle, que l'intérêt du jeu est relancé, notamment par les soldats français qui délaissent parfois l'entraînement pour s'adonner à leur jeu favori. Les boules sont en général en bois, mais les règles ne sont pas vraiment précises et varient d'une région à l'autre. Le seul hic, c'est que la France est alors plongée en pleine guerre de 100 ans, et ce n'est pas en jouant à ce jeu débile que les Français vont bouter les Anglais hors de France. C'est en tout cas ce que pense Charles V le Sage qui, devant la popularité grandissante du jeu, décide de l'interdire. Mais les gens s'en moquent un peu et continuent à jouer en cachette. Un peu plus tard, en 1560, on retrouve une scène de jeu de boules dans un tableau de Peter Bruegel l'Aîné, intitulé Jeux d'enfants. L'artiste y dépeint plus de 90 jeux différents. Osselet, saute-mouton, échasse, toupie, cerceau, bagarre, qui après tout est un jeu comme un autre. Y a pas à dire, les gosses savaient vraiment s'amuser au Moyen-Âge. Ah tiens, on retrouve même une scène où un enfant se fait martyriser par 6 copains, ou une autre où il se fait tirer les cheveux par 5 autres. Et en cherchant bien dans le tableau, on trouve notre fameux jeu de boules. Que l'on soit paysan, valet, soldat ou seigneur local, tout le monde peut devenir bouliste. Ce qui est pratique avec le jeu de boules, c'est que ça ne coûte pas cher et qu'on peut faire une partie à peu près n'importe où et n'importe quand. Mais au XVIIe siècle, un nouveau jeu à la mode va faire fureur, le jeu de paume, qui est l'ancêtre du tennis. Et cela change radicalement la donne, car pour y jouer, il faut des salles de jeu, un revêtement parfaitement lisse et des petites raquettes. Autant le dire tout de suite, ce n'est pas le pécor du coin qui peut s'offrir une partie. Et un véritable business voit le jour, des lobbies de loueurs de salles ou de fabricants de raquettes se mettent en place et craignent maintenant la concurrence du jeu de boules qui a ce grand défaut de ne ramener d'argent à personne. Sauf aux fabricants de boules bien sûr, mais c'est quand même un marché de niche. Jugé bien trop populaire et vulgaire face à la noblesse du jeu de paume, le jeu de boules est de nouveau interdit par un décret de Louis XIII le 7 septembre 1629. Mais de nouveau, ce décret ne fut jamais vraiment appliqué et l'interdiction est levée quelques années plus tard. Et c'est vers 1760 que le jeu de boules gagne enfin ses lettres de noblesse. On en trouve une description dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Au 19e siècle, les règles sont maintenant standardisées, même s'il existe une demi-douzaine de courants différents. Boule bretonne, boule des Flandres, boule de Fort, boule parisienne, boule lyonnaise ou encore jeu provençal. Bon, on va pas s'attarder ici sur les règles particulières de chaque variante, mais il y a une constante. Le joueur peut ou même doit prendre de l'élan avant le lancer de sa boule. Et c'est ainsi qu'on en arrive en 1907 à la Ciotat, où le champion de jeu provençal Jules Hugues a mal au dos et ne peut pas bouger de sa chaise. Impossible pour lui de réaliser les 3 sauts requis avant le lancer. Pour lui permettre de jouer quand même, ses amis ont l'idée de lui proposer de jouer pied joint ou pied tanké. 3 ans plus tard, les règles de cette nouvelle variante sont mises au point, la pétanque est née. Pied tanké, pétanque... Et voilà, aujourd'hui plus de 300 000 joueurs sont licenciés en France, mais plusieurs millions de Français s'adonnent à ce loisir en dilettante. Quand un joueur perd une partie sans avoir marqué un seul point, dans le jargon on dit qu'il est Fanny. Alors Fanny, elle n'a rien à voir avec la trilogie de Pagnol. C'est en réalité une serveuse dans les années 1910 qui se laissait embrasser sur la joue par les clients n'ayant pas marqué de points pour les réconforter. Selon la légende, un beau jour, ce fut au tour du maire d'embrasser Fanny. Par dérision, elle ne lui présenta pas ses joues, mais grimpa sur une chaise, releva ses jupes et mit ses fesses à hauteur de visage de monsieur le maire. Ce dernier ne se démonta pas et fit claquer 2 grosses bises sur les fesses de Fanny devant une assemblée hilare. Ainsi débuta une longue tradition. Fin.